Une création ne devient pas une icône uniquement parce qu'elle est belle. Elle doit traverser les époques et réussir à incarner l'identité d'une maison en un seul regard. Serpenty, Tubogaz, B01, Bulgari a réussi à créer des icônes assez fortes pour retracer à elle seule toute l'histoire de la maison, que ce soit ses racines romaines, son art de vivre italien et son goût pour l'innovation. Parce que Bulgari n'a jamais essayé de ressembler aux autres et c'est peut-être justement ça qui rend cette maison aussi unique. À une époque où les codes français dominaient la haute joaillerie, la maison italienne a imposé une vision différente du luxe. Plus solaire, plus colorée et plus audacieuse. Aujourd'hui, Bulgari est devenu un empire dont l'univers s'étend au-delà des bijoux, avec des parfums, de la maroquinerie et des hôtels de prestige. C'est l'un des joyaux de LVMH, incarné par des égéries elles aussi iconiques comme Zendaya, Anna Tawai, Lisa ou Dua Lipa. Et pourtant, tout commence il y a plus de 140 ans lorsqu'un jeune orfèvre grec arrive à Rome avec quelques objets en argent et presque rien en poche. Alors quelles histoires se cachent derrière ces 3 collections emblématiques et surtout, comment est-ce qu'elles ont réussi à traverser les époques pour devenir les icônes qu'on connaît? Bienvenue dans le monde de Bulgari. Avant de comprendre comment un serpent est devenu l'emblème de Bulgari, il faut déjà revenir à l'homme qui a donné son nom à la maison. On est en 1881, Rome vient de devenir la capitale du royaume d'Italie et attire des artistes, des aristocrates et une clientèle internationale fascinée par les vestiges de l'Empire romain. Et au milieu de tout ça, un jeune orfèvre de 24 ans arrive dans la ville, Sotirio Voulgaris. Parce que Sotirio vient pas d'Italie. Pour arriver jusqu'à Rome, il a dû sacrément voyager, et avant que Bulgari arrive à mon cou, je peux vous dire qu'il s'est passé des choses. Lui, il grandit à Paramissia, dans le nord-ouest de la Grèce, au sein même d'une famille d'orfèvres. Chez les Voulgaris, on travaille l'argent, on fabrique des bijoux, des boucles de ceinture et tutti quanti, donc forcément, Sotirio commence très tôt à apprendre le métier. Avec cette info, on pourrait se dire que son destin est déjà plus ou moins tracé, sauf que malheureusement, sa ville est encore sous domination ottomane, et c'est dans ce climat tendu que des incendies ravagent la ville et détruisent la boutique familiale. Pendant plusieurs années, Sotirio et son père parcourent alors la Grèce et l'Albanie pour vendre leurs créations dans des conditions particulièrement compliquées. Donc au bout d'un moment, bye ciao, ils partent s'installer sur l'île de Corfou et y ouvrent une boutique. Ça fonctionne bien, mais une île, ça reste quand même limité, surtout à une époque où Instagram n'existe pas, et Sotirio voit plus grand. Il quitte alors l'île pour l'Italie, direction Naples. C'est à cette époque qu'il latinise son nom et devient Sotirio Bulgari. À Naples, le business fonctionne bien, peut-être même un peu trop bien d'ailleurs, puisqu'au bout de quelques mois, la boutique se fait cambrioler. Sotirio perd presque tout, et c'est donc après avoir traversé la Grèce, l'Albanie, Corfou et Naples qu'il arrive enfin à Rome, avec quelques objets, environ 80 centimes en poche, et surtout, un rêve. À son arrivée, il est directement émerveillé par le patrimoine culturel de la ville. Il le sait, c'est ici qu'il veut être. Mais comme il n'a pas les moyens d'ouvrir une boutique, il commence par vendre ses créations dans la rue, près de la Piazza del Popolo. Il trouve ensuite le moyen de les exposer chez un marchand grec installé à Rome, et petit à petit, les affaires démarrent. En 1884, grâce à ses premiers revenus, Sotirio ouvre sa première boutique Via Sistina. Et alors là, sa vie c'est le travail. Il se lève à 5h du matin, il forge l'argent jusque tard dans la nuit pour y vendre ses propres créations, et il sélectionne aussi des objets précieux pour une clientèle internationale de passage à Rome. C'est là que les 2 racines de Bulgari commencent à se rencontrer. D'un côté, le savoir-faire d'un orfèvre grec, de l'autre, la puissance architecturale et la grandeur de Rome que Sotirio admire. Les affaires prospèrent et le nom Bulgari commence à apparaître partout où il faut être. Naples, Sanremo, Bellagio ou Saint-Moritz. Mais au début du XXe siècle, Sotirio ne veut plus seulement être orfèvre, il veut faire de Bulgari une véritable maison de joaillerie. Et pour ça, il faut plus qu'un réseau de boutiques, il faut une adresse. Un lieu capable d'incarner la maison, un peu comme le 31 rue Cambon pour Chanel ou le 30 avenue Montaigne pour Dior. C'est donc en 1905 que Sotirio ouvre une boutique à la hauteur de ses ambitions au 10 Via dei Condotti. Une adresse que Bulgari n'a jamais quittée depuis et qui est encore aujourd'hui le cœur battant de la maison. Pour séduire la riche clientèle britannique et américaine, il la baptise Old Curiosity Shop en référence au roman de Charles Dickens. Les 2 fils de Sotirio, Giorgio et Constantino, rejoignent progressivement l'entreprise familiale et poussent la maison à se consacrer davantage à la joaillerie. Puis au début des années 1920, Bulgari entre véritablement dans l'univers de la haute joaillerie. Mais à cette époque, une seule ville fait vraiment autorité dans la joaillerie, Paris et sa place Vendôme. Les grandes maisons parisiennes travaillent le platine et les diamants dans un style art déco. C'est un peu la référence à suivre, alors Sotirio et ses fils s'inspirent naturellement de cette école, et c'est vrai que les premières créations de haute joaillerie reprennent largement les codes parisiens. Mais peu à peu, une autre identité commence à se dessiner, une identité plus personnelle, qui va surtout s'affirmer après la disparition de Sotirio. Il s'éteint en 1932 à l'âge de 75 ans, ses fils reprennent alors la direction de la maison, et 2 ans plus tard, ils rénovent la boutique de la Via dei Condotti. C'est à ce moment-là qu'apparaît officiellement l'écriture Bulgari avec ce fameux V.
Si vous vous demandez pourquoi un V à la place du U, eh bien c'est tout simplement un hommage aux inscriptions latines de la Rome antique. Ce qui montre que même dans son nom, la maison commence déjà à revendiquer plus clairement son identité romaine. L'adresse devient un véritable centre d'innovation artistique. En fait, même si la maison continue de respecter certains codes parisiens, Bulgari joue avec la lumière en combinant des diamants de différentes tailles et en variant les techniques de sertissage, parce que si Paris inspire encore son savoir-faire, Rome nourrit son imaginaire. Son architecture, sa monumentalité et sa lumière vont progressivement orienter Bulgari vers une vision plus solaire de la joaillerie. Et c'est dans les années 40 que cette évolution va connaître un tournant. La Seconde Guerre mondiale bouleverse évidemment tout. Le platine qui est omniprésent dans la joaillerie française devient rare et difficile à obtenir, et les maisons sont contraintes de repenser leur création. Mais chez Bulgari, cette contrainte devient une opportunité. En se tournant progressivement vers l'or jaune, plus chaud et plus lumineux que le platine, la maison prend ses distances avec les codes de la place Vendôme. Et c'est précisément dans ce contexte qu'en 1948 naît ce qui deviendra sa première grande icône, Serpentis. On découvre une montre-bracelet qui s'enroule autour du poignet comme un serpent. Pour obtenir cette flexibilité, Bulgari utilise une technique inspirée des tuyaux industriels, le tube au gaz. Les artisans enroulent des bandes d'or autour d'un noyau métallique pour former une structure complètement articulée, sans aucune soudure. En fait, le tube au gaz réalise l'un des plus anciens rêves de la joaillerie, créer un bijou à la fois précieux, solide et complètement flexible, comme un serpent. Parce qu'à Rome, le serpent n'a rien de maléfique. Depuis l'Antiquité, il symbolise la renaissance, la sagesse, la vitalité, mais aussi la séduction et la puissance. Dans les années 50, la haute joaillerie mondiale reste encore largement dominée par le style parisien hérité de l'art déco, avec des diamants plutôt pensés pour briller sous les lumières des salons mondains que dehors en plein soleil. Depuis la guerre, l'or est de plus en plus présent dans les différentes maisons, mais dès qu'on ajoute de la couleur, ça reste relativement sage. On associe généralement le diamant à l'une des 3 grandes pierres précieuses traditionnelles, le rubis, le saphir ou l'émeraude, et c'est tout. Mais au même moment, Bulgari commence à affirmer une esthétique beaucoup plus méditerranéenne et s'éloigne de la joaillerie parisienne. Il y a déjà l'or jaune 18 carats que la maison a commencé à utiliser avec le Serpentis, mais à ça vient s'ajouter la signature la plus audacieuse de Bulgari, le color block, le mélange des couleurs. Rubis, turquoise, émeraude, améthyste, saphir, citrine, Bulgari élargit radicalement sa palette en réunissant plusieurs teintes dans une même création et en associant des pierres plus ou moins précieuses. Et le Serpentis, il devient le terrain de jeu idéal pour cette nouvelle vision. Quand on regarde les premières montres bracelets Serpentis, le serpent reste finalement encore assez abstrait. Le mouvement du bracelet suggère l'animal, mais le cadran conserve une forme géométrique. Dans les années 50-60, il commence véritablement à prendre vie. Le cadran se dissimule dans une tête de serpent, le corps se couvre d'écailles articulées, et à mesure que le style de Bulgari devient plus coloré et plus spectaculaire, Serpentis se métamorphose lui aussi. Mais malgré toutes ces transformations, sa silhouette reste immédiatement identifiable. C'est justement ce qui en fait une icône. Il peut se réinventer sans cesser d'être lui-même, et aujourd'hui on le voit même associé à des sacs à main ou des lunettes de soleil. En fait, la maison ne cherche plus à imiter Paris, elle cherche à exprimer Rome. Et le timing est parfait puisqu'au même moment, les grandes productions hollywoodiennes débarquent en Italie. Avec des films comme Vacances romaines ou la Dolce Vita, Rome devient le symbole du cinéma, du glamour et de l'art de vivre italien. Et forcément, la boutique Bulgari de la Via dei Condotti devient un passage incontournable pour les stars de l'époque, et surtout pour Elizabeth Taylor. Quand elle arrive à Rome pour tourner Cléopâtre en 1962, elle tombe complètement sous le charme de Bulgari. Elle est photographiée en Serpentis et elle racontera même plus tard que l'un des grands avantages du tournage de Cléopâtre était la proximité de la boutique Bulgari. Pendant ce tournage, elle entame aussi sa célèbre histoire d'amour avec Richard Burton. Il profite de toutes les occasions pour lui offrir des bijoux, au point de dire que le seul mot qu'Elisabeth connaît en italien, c'est Bulgari. Et cette phrase résume assez bien ce qu'est devenue la maison à cette époque. C'est plus seulement un joaillier, mais une incarnation de la Dolce Vita. Et justement, après avoir séduit Rome et Hollywood, Bulgari comprend qu'il est temps d'exporter son style solaire au reste du monde. On est dans les années 70, c'est la décennie où la maison ouvre de nouvelles boutiques à New York, Genève, Monte-Carlo et ici, à Paris. Sous l'impulsion de la 3e génération de la famille Bulgari, la maison puise désormais ses inspirations un peu partout, dans l'Extrême-Orient, le pop art, l'architecture romaine bien sûr, mais aussi dans une époque où les femmes sont de plus en plus actives. Alors pour accompagner cette nouvelle manière de vivre, Bulgari va réinventer son savoir-faire le plus flexible, le tube au gaz. En fait, Bulgari le détache progressivement de la forme du serpent pour qu'il devienne le design lui-même. Grâce à sa structure entièrement articulée, le bijou épouse les mouvements du corps et incarne une nouvelle vision de la joaillerie et du luxe, plus confortable, plus moderne
et surtout beaucoup plus facile à porter au quotidien. Là encore, on le voit décliner au fil des années avec des pierres colorées ou des motifs inspirés des monnaies antiques, mais ici, la signature du tube au gaz, c'est sa construction elle-même, jusqu'à ce que ce savoir-faire devienne aujourd'hui une collection à part entière. L'étape suivante, ce sera de transformer le nom Bulgari lui-même en élément de design. En 1975, pour les fêtes de Noël, la maison offre à ses 100 meilleurs clients une montre numérique en édition limitée portant l'inscription Bulgari Roma. À l'origine, c'est même pas un produit destiné à être vendu, mais le cadeau rencontre un tel succès que le bouche à oreille attire de nouveaux clients à la Via dei Condotti qui veulent eux aussi cette montre. Donc en fait, le cadeau exclusif censé remercier 100 personnes se transforme en frustration pour toutes les autres, mais surtout en excellente idée commerciale. Face à cet engouement, Bulgari développe alors en 1977 une nouvelle montre dans le même esprit, Bulgari. À l'époque, afficher 2 fois le nom de la maison autour d'un cadran d'une montre de luxe, c'est quand même très audacieux, mais comme souvent chez Bulgari, derrière ce geste très contemporain se cache une référence à la Rome antique, puisque le double logo gravé autour de la lunette s'inspire des inscriptions présentes sur les monnaies romaines. Et le pari fonctionne. Sans véritable campagne publicitaire, la montre s'impose et devient l'une des créations horlogères les plus reconnaissables de la maison. Dans les années 80, le style Bulgari est désormais tellement affirmé qu'Andy Warhol aurait même déclaré « Votre joaillerie, c'est l'esprit des années 80, tout le monde essaye de copier votre style ». Et comme une icône en amène une autre, à l'approche du nouveau millénaire, Bulgari va réunir dans une seule création presque tout ce qui définit son identité. En 1999, la maison lance B01. Son nom, c'est déjà tout un programme, le B représente Bulgari, et 01 évoque un nouveau départ, le premier jour d'une nouvelle ère. Mais surtout, son design fonctionne presque comme un résumé de l'histoire de la maison. Sa structure cylindrique s'inspire de la géométrie du Colisée, son centre en spirale rappelle le tube au gaz, et ses deux extrémités reprennent le double logo inauguré avec Bulgari. Mais B01 ne se contente pas de juste reprendre les grandes signatures de la maison, elle les fusionne pour créer quelque chose de nouveau. C'est littéralement comme porter le Colisée à son doigt, et je vous cache pas que ça me plaît bien. La bague est assez massive, elle ressemble pas vraiment aux créations traditionnelles qu'on associe alors à la joaillerie, mais au lieu de choisir entre son héritage et la modernité, Bulgari décide de réunir les deux. Et c'est justement ce qui devient la force de B01. En fait, c'est la preuve qu'à l'approche du 21e siècle, Bulgari a réussi quelque chose d'assez rare, transformer son héritage sans le figer. Parce que Bulgari n'a pas simplement construit un empire mondial, la maison a construit un empire romain. À l'aube du nouveau millénaire, Bulgari propose un univers complet avec aussi des parfums, de la maroquinerie, des accessoires, et bientôt elle va même proposer de dormir dedans. Parce qu'en 2004, Bulgari ouvre son tout premier hôtel à Milan. L'idée est d'appliquer à l'hospitalité la même philosophie que dans la joaillerie, une attention presque obsessionnelle aux détails, aux matériaux, au design et à l'art de vivre italien. En gros, on porte plus seulement du Bulgari, on peut littéralement vivre dedans. Et visiblement, le concept a plutôt bien fonctionné puisque c'est justement depuis l'hôtel Bulgari de Paris que je vous raconte cette histoire. La diversification a donc permis à Bulgari de grandir très vite et de devenir bien plus qu'une maison de joaillerie. Mais au tournant des années 2010, la famille commence à se demander jusqu'où la maison peut continuer à se développer. Sauf qu'en réalité, Bulgari dispose encore d'un potentiel immense, il faut juste renforcer encore plus ce qui la distingue vraiment des autres maisons. La haute joaillerie, ses grandes icônes comme Serpenti ou B01, ses inspirations romaines et son art de vivre italien. L'étape suivante, elle consiste donc plus à multiplier les activités, mais à les faire rayonner beaucoup plus largement à l'international. Et justement, au même moment, dans les coulisses du luxe, une bataille est en train de se jouer. D'un côté, le groupe Richemont possède déjà plusieurs grandes maisons de joaillerie et d'horlogerie. De l'autre, LVMH est devenu le premier groupe mondial du luxe. Il est extrêmement puissant dans la mode, la maroquinerie, les parfums, les cosmétiques ou encore les vins et spiritueux, mais dans la joaillerie, sa présence reste encore limitée. Sauf qu'à cette époque, la joaillerie devient l'un des secteurs les plus stratégiques du luxe. On sort de la crise financière de 2008 et les consommateurs les plus aisés se tournent davantage vers des objets perçus comme durables, qui sont moins dépendants des tendances que la mode et qui permettent de construire un patrimoine. Donc pour LVMH, qui à ce moment-là reste encore moins puissant que Richemont dans ce domaine, l'enjeu est considérable. Alors en 2011, LVMH rachète Bulgari pour une valorisation d'environ 4,3 milliards d'euros. LVMH achète pas seulement des boutiques, des ateliers ou un stock de pierres précieuses, le groupe achète quelque chose de beaucoup plus rare, des icônes. Serpenti, B01, tube au gaz, des créations qu'on peut reconnaître en une seconde sans même voir le nom de la maison. Et dans le luxe, c'est peut-être ça le Graal, parce qu'un beau produit peut rencontrer le succès pendant une saison, une icône, elle, traverse les générations. À partir de 2013, Bulgari va donc se recentrer sur ses fondamentaux.
Ce lien avec Rome s'arrête d'ailleurs pas aux bijoux. Après avoir puisé pendant plus d'1 siècle dans le patrimoine de la ville, Bulgarie contribue désormais à le préserver. La maison a financé la restauration de l'escalier de la Trinité des Monts et participé à la préservation de la collection Torlonia, qui est l'une des plus importantes collections privées de sculptures antiques au monde. Autrement dit, Rome est plus seulement une source d'inspiration pour Bulgarie, elle devient aussi un héritage dont la maison contribue à prendre soin. Et la boucle est assez parfaite. Tout a commencé avec un jeune orfèvre grec fasciné par Rome. Plus de 140 ans plus tard, la maison qui porte son nom continue de transformer cette ville en bijoux, tout en participant à la préservation de son patrimoine. Et c'est peut-être ça le point commun entre toutes les icônes de Bulgarie. Que ce soit Serpentis, Tubogas ou Bizirowan, la même idée continue de traverser chaque création. Il n'y a rien de plus moderne que de savoir réinventer le passé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, mille merci à Bulgarie d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve très vite, en attendant prenez soin de vous, prenez soin des autres, salut!